Imaginez un homme, appelons-le Marc. Marc conduit une berline allemande dernier cri. Le cuir sent encore le neuf. À chaque feu rouge, il jette un coup d'œil furtif dans le rétroviseur, non pas pour vérifier la circulation, mais pour capter le regard des passants. Il veut voir s'ils voient. Il veut sentir ce mélange d'envie et de respect qu'il croit avoir acheté avec ses mensualités de crédit. Mais ce que les passants ne voient pas, c'est le nœud dans l'estomac de Marc. Ils ne voient pas les 3 cartes de crédit au plafond, le découvert bancaire qui se creuse chaque mois, et l'angoisse qu'il saisit chaque fois que son patron entre dans son bureau avec un air sérieux. Marc est, au sens littéral du terme, un esclave. Un esclave de la tôle, du logo et du paraître. Nous achetons des choses dont nous n'avons pas besoin, avec de l'argent que nous n'avons pas, pour impressionner des gens que nous n'aimons pas. Cette citation, souvent attribuée à tort ou à raison, résume la pathologie de notre siècle. Pourquoi sommes-nous prêts à sacrifier notre paix intérieure pour une validation extérieure éphémère? Pourquoi le « qu'en dira-t-on » est-il devenu la boussole de nos finances? Dans cette analyse profonde, nous allons disséquer ce mécanisme destructeur. Nous allons voir comment la société a transformé la consommation en une nouvelle forme de servitude et, surtout, comment briser ces chaînes pour enfin investir dans ce qui compte vraiment, votre propre progression. Dépenser pour impressionner, c'est l'esclavage moderne. Investir pour progresser, c'est la seule voie vers la liberté. Bienvenue dans une exploration de la psychologie, de la richesse et de la maîtrise de soi. Première partie, la psychologie du statut, effet Veblen. Le besoin d'impressionner n'est pas simplement une question de vanité superficielle. C'est un instinct archaïque niché au cœur de notre cerveau reptilien. Pour nos ancêtres, le statut social était une question de vie ou de mort. Un statut élevé signifiait un meilleur accès aux ressources, à la protection et aux partenaires. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de prouver que nous sommes les meilleurs chasseurs de la tribu, alors nous utilisons des substituts symboliques, les marques de luxe. L'effet Veblen, le paradoxe du prix. En économie classique, plus un produit est cher, moins on l'achète. C'est la loi de l'offre et de la demande. Mais il existe une exception fascinante appelée l'effet Veblen, ou consommation ostentatoire. Pour certains biens, la demande augmente à mesure que le prix s'élève. Pourquoi? Parce que le prix élevé devient lui-même la caractéristique principale du produit. En achetant un sac à main à 5 000 €, vous n'achetez pas un contenant pour vos clés. Vous achetez un signal de richesse que vous envoyez à la hiérarchie sociale. Le marketing moderne a parfaitement compris cette faille. Il ne vend plus des objets, il vend des identités. On vous dit que si vous possédez cette montre, vous faites partie du « club ». On exploite votre peur d'être perçu comme inférieur ou en retard. Le cerveau humain est câblé pour la comparaison constante. Comme l'explique James Clear dans Atomic Habits, notre environnement façonne nos comportements souvent plus que notre volonté. Si votre cercle social valorise le « m'as-tu vu ?», votre cerveau interprétera chaque achat modeste comme une menace pour votre rang social. C'est une course sans fin. Le marketing crée un vide artificiel dans votre esprit, puis vous vend un produit pour le combler, tout en sachant que ce produit deviendra obsolète ou démodé dans 6 mois, créant ainsi un nouveau vide. Vous ne consommez pas pour vous-même, vous consommez pour maintenir une image dans le regard d'autrui. Vous êtes devenu l'architecte de votre propre cage dorée. Deuxième partie, l'esclavage moderne, la dette. Si la consommation ostentatoire est le moteur, la dette est la chaîne. Autrefois, l'esclavage était physique, visible par des fers et des fouets. Aujourd'hui, il est numérique, invisible, dissimulé derrière des contrats de crédit à la consommation et des options de paiement en 4 fois sans frais. La course de rats est le tapis roulant hédonique. Qu'est-ce que la course de rats? C'est le cycle infernal où vous travaillez plus dur pour gagner plus, afin de payer les dettes contractées pour acheter des choses qui ne vous servent qu'à supporter le fait que vous travaillez trop. C'est une boucle de rétroaction négative. Plus vous dépensez pour impressionner, plus vous devez travailler. Plus vous travaillez, plus vous ressentez le besoin de vous récompenser par des achats impulsifs, ce qui augmente votre dette, et ainsi de suite. Ce phénomène est amplifié par le tapis roulant hédonique. C'est la tendance humaine à revenir rapidement à un niveau de bonheur stable malgré des changements positifs ou négatifs.
Vous achetez cette maison plus grande? La première semaine est euphorique. Le premier mois est agréable. Après un an, c'est juste votre maison. Mais les traites bancaires, elles, restent au niveau maximum pour les 20 prochaines années. Vous avez augmenté votre coût de la vie, votre burn rate, sans augmenter durablement votre bonheur. Vous avez simplement accéléré la vitesse du tapis roulant, et maintenant, vous ne pouvez plus vous arrêter de courir sous peine de tomber. La dette pour le paraître est un vol. C'est un vol commis par votre moi présent contre votre moi futur. Chaque euro dépensé en intérêt de crédit pour une voiture de luxe que vous ne pouvez pas vous permettre est une heure de votre vie future que vous vendez à la banque. Vous ne payez pas avec de l'argent. Vous payez avec les matins où vous auriez pu rester au lit, avec les voyages que vous ne ferez jamais, et avec la liberté de dire non à un travail qui vous détruit. Troisième partie, les riches invisibles versus les pauvres brillants. Il existe une différence fondamentale entre sembler riche et être riche. La plupart des gens confondent les deux. La richesse, c'est ce que vous ne voyez pas. Ce sont les actions en bourse, l'immobilier, les économies. Le paraître, c'est ce que vous voyez. Les voitures, les vêtements, les bijoux. L'histoire de Ronald Reid, le millionnaire discret. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Ronald Reid. Si vous l'aviez croisé dans les rues de Brattleboro, au Vermont, vous auriez vu un vieil homme modeste. Il portait une veste en jean usé, attachée avec une épingle de nourrice. Il avait travaillé pendant 25 ans comme pompiste et 17 ans comme concierge chez J.C. Penney. Il balayait les sols, nettoyait les toilettes, coupait du bois. Quand Ronald est mort en 2014 à l'âge de 92 ans, il a fait la une des journaux du monde entier. Pourquoi? Parce que cet homme, qui n'avait jamais gagné plus qu'un salaire minimum, a laissé derrière lui une fortune de 8 millions de dollars. Ses voisins étaient sous le choc. Où a-t-il trouvé cet argent? A-t-il gagné au loto? Non. Ronald Reid avait simplement compris deux choses, la discipline et la puissance du temps. Dialogue imaginé dans l'esprit de Ronald. Un collègue, et Ron, tu as vu la nouvelle voiture du chef? Elle est magnifique, tu devrais changer la tienne, elle tombe en morceaux. Ronald, souriant intérieurement, elle roule encore, ça me suffit. J'aime bien mon argent là où il est, en train de travailler pour moi, pas dans un garage. Pendant que d'autres dépensaient leur maigre bonus pour avoir l'air d'eux, Ronald achetait des actions d'entreprises solides qu'il gardait pendant des décennies. Il n'avait aucun besoin d'applaudissements. Sa richesse était invisible, mais elle était réelle. Elle lui offrait la sécurité et, finalement, le pouvoir de léguer des millions à sa bibliothèque locale et à son hôpital. Le contraste, les célébrités en faillite. À l'opposé de Ronald Reid, nous voyons des sportifs de haut niveau ou des stars de la musique qui gagnent des dizaines de millions en quelques années et finissent ruinés. Pourquoi? Parce qu'ils jouent au jeu du statut à un niveau professionnel. Ils entretiennent des villas qu'ils n'occupent jamais, emploient des entourages de parasites et achètent des flottes de voitures de sport. Ils sont des pauvres brillants. Ils brillent de mille feux à l'extérieur, mais leur structure financière est creuse. Dès que le flux de revenus s'arrête, le château de cartes s'effondre. La leçon est brutale, il n'y a aucun revenu assez élevé pour compenser un manque de discipline. Quatrième partie, jeu de statut versus jeu de richesse. Pour sortir de l'esclavage du paraître, il faut comprendre la distinction fondamentale que fait l'investisseur Naval Ravikant entre les jeux de statut et les jeux de richesse. Le statut, un jeu à somme nulle. Le statut est une hiérarchie relative. Pour que vous soyez numéro 1, quelqu'un d'autre doit être numéro 2. Pour que vous montiez, quelqu'un doit descendre. C'est un jeu à somme nulle. C'est pour cela que les jeux de statut sont toxiques. Ils sont basés sur la comparaison et la colère. Si votre voisin achète une plus grosse voiture, votre statut perçu baisse automatiquement, même si votre vie n'a pas changé. C'est une bataille permanente contre le reste du monde pour une place imaginaire sur un podium invisible. La richesse, un jeu à somme positive. La richesse, en revanche, est la possession d'actifs qui génèrent de la valeur, même pendant que vous dormez. C'est une usine qui produit, un logiciel qui rend service, un livre qui instruit, ou des intérêts composés qui fructifient. La richesse est un jeu à somme positive.
Si je crée de la richesse, je n'ai pas besoin que vous soyez pauvre. Au contraire, plus il y a de richesse dans le monde, plus il y a d'opportunités pour tout le monde. Comment sortir du jeu du statut? En devenant indifférent à la hiérarchie sociale superficielle. Cela demande une force intérieure immense. C'est ce que les stoïciens appelaient la citadelle intérieure. Quand vous savez ce que vous valez, vous n'avez pas besoin de le porter sur votre dos sous forme de logo. Vous commencez à jouer au jeu de la progression personnelle. Vous ne vous comparez plus aux autres, mais à la personne que vous étiez hier. Cinquième partie, investir pour progresser. Le texte de base est clair, investissez pour progresser. Mais l'investissement ne se limite pas aux chiffres sur un compte bancaire. C'est une philosophie globale de vie qui repose sur 3 piliers majeurs. 1. L'investissement en soi, le capital humain. Votre esprit est votre actif le plus précieux. Purifiez votre attention, coupez les distractions inutiles, les réseaux sociaux qui ne font que nourrir votre envie, les plaisirs futiles qui drainent votre énergie. Apprenez des langages, les langues étrangères, le code informatique, la psychologie, la finance. Comme le dit le dicton, le savoir partagé devient sagesse, le service attire la grâce. Devenez une personne de valeur et le monde vous récompensera naturellement. 2. L'investissement dans la santé. Un esprit fort a besoin d'un corps prêt à porter ses ambitions. Faire de son corps son allié, c'est investir sur le long terme. Une mauvaise santé est la dette la plus coûteuse que vous puissiez contracter. Mangez mieux, dormez bien, entraînez-vous. C'est la base de toute productivité et de tout bonheur durable. 3. La puissance des intérêts composés. Albert Einstein appelait les intérêts composés la 8e merveille du monde. Celui qui les comprend les gagne, celui qui ne les comprend pas les paye. Cela s'applique à l'argent, mais aussi aux habitudes. Un petit changement de 1% chaque jour, répété pendant 10 ans, crée une transformation radicale. Ne cherchez pas le succès soudain, cherchez la constance. Créez des rituels solides comme la pierre. C'est la discipline, et non la motivation, qui construit les empires. Exemple concret de vie quotidienne. Au lieu de dépenser 100 € par mois dans un abonnement de luxe ou des vêtements de marque pour impressionner vos collègues, placez ces 100 € dans un indice boursier mondial. Après 30 ans, avec un rendement moyen, vous aurez près de 150 000 €. La question est simple. Préférez-vous que vos collègues pensent que vous avez du style aujourd'hui, ou préférez-vous avoir 150 000 € de liberté demain? Conclusion, choisir la liberté plutôt que les applaudissements. Nous arrivons au terme de cette réflexion. L'esclavage du paraître est une prison dont les barreaux sont forgés par notre propre besoin de validation. Mais la clé de la cellule est entre vos mains. Elle s'appelle la clarté. Regardez votre vie, regardez vos dépenses. Posez-vous cette question brutale, est-ce que j'achète ceci pour moi, ou pour l'image que cela renvoie de moi? Si la réponse est la deuxième option, reposez l'objet. Reprenez votre pouvoir. Le vrai succès n'est pas bruyant. Il est calme. Il est dans la maîtrise de ses pulsions, dans la solidité de son patrimoine, dans la profondeur de ses connaissances et dans la paix de son foyer. Ne soyez pas un agneau qui suit la foule vers l'abattoir du surendettement. Devenez un lion qui trace son propre chemin. Dès aujourd'hui, nettoyez votre bureau, faites une liste de vos dettes, et commencez par la plus petite chose qui compte. Remplacez une dépense de paraître par un investissement de progrès. Un jour, les gens croiront à votre succès soudain. Vous seul saurez qu'il est le fruit de 1000 décisions invisibles de ne pas impressionner les autres pour mieux vous construire vous-même. Jusqu'à ce que les agneaux deviennent des lions.